beaucoup, Monsieur Abdoulaye Diagana. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabil karim. Monsieur le ministre de l'économie et de l'industrie, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement en ligne, Mesdames et Messieurs honorables membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs et Madame les présidents des conseils régionaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs de la presse, chers collègues et amis. Je voudrais joindre ma parole à mes prédécesseurs, au nom du CCME et à mon nom personnel, pour remercier Monsieur le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Dahi, et son collègue des finances, Mohamed Lamine Dahbi, pour avoir accepté la proposition de tenir cette conférence et d'associer le CCME à la réflexion du gouvernement sur les mesures en élaboration pour relever les défis actuels et futurs posés par la crise sanitaire. Et au-delà, réfléchir aux voies et moyens nécessaires pour faire face à d'éventuelles crises à venir. Cette conférence est le prolongement de la note intitulée « Repenser son développement dans le monde post-Covid » que le CCME avait élaborée et transmise aux autorités le 27 avril dernier. Notre ambition en tant que CCME, comme l'a rappelé le président Barrot, est de contribuer à la réflexion sur l'état de la Mauritanie dans l'ère post-Covid. Quel modèle de développement pour répondre aux défis futurs? Quels sont les enjeux et les perspectives? Mesdames et messieurs, la pandémie du Covid a entraîné des bouleversements profonds dans les relations internationales et de manière plus profonde au niveau des États pris individuellement. Les politiques protectionnistes qui jusqu'ici étaient communément condamnées dans le cadre de l'OMC reviennent au devant de la scène et le libéralisme prôné par les institutions multilatérales au nom de la liberté de circulation des biens et services se trouve soudainement relégué au second plan. Une forme de protectionnisme acceptée s'impose désormais comme un acte de survie des nations face à la virulence et à l'impact de la crise sanitaire sur les économies et le tissu social. C'est ainsi que les politiques économiques et sociales mises en vigueur à l'échelle mondiale dans la phase de riposte de la pandémie ont toutes, sans exception, privilégié la défense et la préservation des intérêts nationaux aux dépens de la coopération internationale à quelques rares exceptions près, mais surtout mis l'État en tant qu'acteur au devant de la scène. Que ce soit aux USA ou en Europe, soutien monétaire à la consommation ou à l'emploi, ou dans la plupart des pays d'Afrique, dont la Mauritanie, transfert monétaire, appui en nature, substitution de l'État aux clients des utilités publiques, par exemple, la réponse à des degrés divers a été similaire. Préserver et sauver d'abord son propre pays avant de penser à la solidarité internationale. À ce jour, il est estimé que près de 12 trillions de dollars ont déjà été dépensés au niveau mondial comme réponse fiscale à la COVID-19. Contrairement aux crises dernières, aux dernières crises dont la toute dernière était financière, les pays développés ont réagi plus vite et plus intelligemment cette fois. Les fonds publics ont sauvé beaucoup d'entreprises et soutenu la consommation intérieure et le spectre de l'effondrement économique est pour le moment éloigné, voire totalement arrêté, mais au prix de l'abandon des schémas vertueux de maîtrise des indicateurs économiques. Les critères de convergence ou d'objectifs de maîtrise de déficit et de l'inflation ne sont plus pour de nombreux pays les priorités immédiates. Pour les pays africains en particulier, l'impact a été plus sévère. Comme l'a estimé le FMI, la crise sanitaire a effacé en quelques semaines 10 ans de croissance du revenu par habitant. Mais la note d'optimisme, c'est qu'une grande partie du rattrapage de l'arrêt de production des principales économies se fera probablement au cours de l'année 2021. Le FMI prévoyant une croissance de plus de 5% contre un déclin du même ordre estimé pour 2020. Les pertes de ces économies seront résorbées rapidement grâce aux politiques de relance en discussion. Si vous suivez l'opinion, vous verrez que actuellement l'Union européenne vient de s'entendre sur un plan de relance de 750 milliards d'euros.
N'oublions pas d'ailleurs que ce sont ces mêmes pays qui ont décidé d'arrêter leurs économies pour affronter la crise sanitaire d'abord. Certes, les conséquences sur les pays économiques sur les pays développés n'étaient pas inévitables, puisqu'il y avait déjà un fond de vulnérabilité financière très forte, causé par des années d'accumulation de risques très élevés, surtout boursiers, tant du côté des prêteurs que des investisseurs, résultant en des taux d'intérêt trop bas pendant une période de temps prolongée. La recherche de meilleures rémunérations a poussé à prendre des risques inconsidérés, mais ce ne sera ni la première ni la dernière récession que connaîtront les économies de marché, même si celle-ci est d'une acuité sans précédent. De même, il est évident que pour les prochaines années, il faudra s'attendre à une baisse de l'aide au développement et une chute des investissements directs et indirects étrangers vers nos pays, ainsi qu'une âpre compétition pour ces mêmes investissements. Le report de l'exploitation du gaz en Mauritanie pour une année en est déjà une première illustration. Si cette situation a mis en exergue la fragilité de la globalisation prônée jusqu'ici, il a également rappelé cruellement la fragilité de la dépendance de notre économie à l'extérieur et à l'urgence de compter sur nos propres forces. Et ce n'est pas un slogan creux. En un mot, développer la résilience, l'expansion et la consolidation de nos économies réelles face à la quasi-disparition des flux du commerce mondial, réduit à quelques biens et services liés à la riposte de la COVID-19, mais également à l'arrêt des unités de production. Voilà pourquoi il faut s'interroger sur quel modèle de développement privilégier dans l'avenir pour se protéger et pour encourager la résilience de notre économie réelle. Les politiques de confinement ont rappelé la nécessité de générer des revenus pour notre population active, formelle ou non, car le monde n'est pas à l'abri de perturbations majeures à l'avenir, qu'elles soient sanitaires, naturelles ou liées au conflit. Même si nous n'avons pas présentement assez de recul pour appréhender les conséquences dans leur détail de la crise de la COVID-19, comme l'a rappelé Abdoulaye Diagana, pour les pays en développement comme le nôtre, nous avons des éléments d'ancrage qui nous permettent de prédire des tendances pour l'avenir. Par la grâce de Allah, cette pandémie sera un jour un lointain souvenir. Vue sous l'angle d'une échelle historique du temps, cette période de la COVID-19, dans quelques mois ou années, ne sera plus qu'une partie infime de l'histoire de notre monde, comme l'ont été les pandémies de la peste ou la grippe espagnole, grâce au progrès de la médecine. C'est face à ces incertitudes et vulnérabilités qu'il nous semble nécessaire qu'en Mauritanie, une politique solide et très forte de l'offre intérieure soit élaborée et renforcée, ce qui est déjà en cours. Celle-ci nécessitera d'accentuer des réformes structurelles innovantes permettant d'augmenter les taux de croissance potentiels, surtout dans l'économie réelle, où nous avons des avantages naturels, agriculture, élevage, pêche, à même d'assurer l'autosuffisance alimentaire ainsi que la couverture du minimum des besoins de base. Notre pays est richement doté en ressources minéralières, mais l'exploitation minière, bien que représentant une part majeure de nos exportations et des ressources budgétaires, reste très capitalistique et n'emploie que 2 ou 3% de la main-d'œuvre. C'est donc le moment de repenser systématiquement une autre politique pour tirer profit de nos avantages comparatifs naturels, assis sur une politique d'investissement public limitée à la fourniture de biens publics, infrastructures, recherche, vulgarisation, la facilitation et le renforcement des capacités. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, que les questions centrales qui doivent guider nos réflexions, comme nous l'avions mentionné ultérieurement dans la note primaire, et qui doivent fonder les soubassements de la politique économique, sociale future incluent. Quel type de changement recherchons-nous pour la Mauritanie? Quelle est notre vision partagée de la Mauritanie de l'après-COVID-19? Quels sont les principaux agents du changement que nous recherchons? Quelles activités prioritaires correspondent aux changements recherchés? Quels sont les principaux agents de ces changements et comment mobiliser les forces vives de la nation pour arriver à une vision de l'avenir largement partagée? Quel modèle social de partage inclusif des fruits de la croissance économique et de recul des vulnérabilités?
La réponse à ces questions fondamentales nécessite de revisiter les plans stratégiques antérieurs, car le contexte post-Covid sera substantiellement différent à moyen et à long terme, comme nous l'avons indiqué antérieurement. Il nous semble que le soubassement à une réussite des politiques futures repose sur une nouvelle forme de gouvernance basée sur une politique transparente et prédictive qui s'appuie d'abord sur les citoyens, la satisfaction de leurs besoins de base et bien entendu avec un appui des partenaires techniques et financiers pour les priorités définies par le gouvernement. Je vais passer très rapidement les domaines prioritaires qui nous semblent nécessaires d'attirer le plus d'attention et de ressources à l'avenir en privilégiant des projets innovants, porteurs de valeur ajoutée et création d'emplois. En premier lieu, le secteur agricole, pilier de la sécurité alimentaire et de la résilience. Notre pays peut assurer sa sécurité alimentaire dans un avenir très proche si notre considérable potentiel irrigable est mis en valeur, continue d'être mis en valeur et que la productivité à l'hectare soit améliorée et la sécurité foncière assurée. Nous avons accès à des quantités considérables d'eau douce que nous ne mettons que peu à profit, à l'exception du projet Aftoute Saheli. De plus, il est évident que le secteur agropastoral est le plus grand pourvoyeur d'emplois du pays, malgré les nombreux freins qui limitent son développement. Les autorités mauritaniennes pourraient revisiter leur programme d'investissement pour donner une plus grande priorité à la production et à la commercialisation de nos produits agricoles et les axer sur les productions céréalières essentiellement, riz, blé, mil, sorgho, maïs, mais également niébé, dattes, légumes et fruitiers, tout en encourageant parallèlement les filières exportatrices où les expériences PPP peuvent être adoptées. Il est heureux de noter que le ministre du Développement rural ait annoncé récemment les progrès réalisés en ce domaine, notamment l'atteinte de notre autosuffisance en riz dans un avenir très proche. Pour cela, les instruments financiers adéquats qui assureraient l'accès aux ressources pour les bénéficiaires pour soutenir l'offre et la commercialisation doivent être encouragés et mis en place. Réduire les coûts de production en innovant avec l'énergie solaire ou éolienne. Valoriser l'eau également pour augmenter la valeur des cultures produites. À cet effet, des mesures courageuses de gestion du patrimoine foncier doivent être prises pour permettre à l'État, dans le contexte actuel, de pouvoir mettre ou faire mettre en valeur le potentiel foncier dormant. La priorité doit être axée sur les aménagements de périmètres irrigués, adossés à un système de financement de crédit agricole adéquat. La résolution de cette contrainte foncière passe d'abord, bien entendu, par un débat concerté avec les parties prenantes. Dans le secteur de l'élevage, notre avantage comparatif est évident et notre potentiel a été maintes fois mis en exergue par d'éminents experts. Cependant, le caractère encore traditionnel de la gestion de ce secteur, combiné au manque d'une valorisation poussée du secteur agropastoral, limite les perspectives de diversification et de création d'emplois. Nous ne tirons que peu profit de ce secteur par rapport au potentiel. Nous consommons une petite partie localement en exportant essentiellement du bétail sur pied, sans grande valeur ajoutée significative, dans un environnement sanitaire et sécuritaire incertain. Nous pouvons mettre en valeur une politique de production et de commercialisation réfléchie pour satisfaire la demande intérieure, actuellement aux alentours de 30%, mais également exporter une viande produite dans un environnement bio très recherché, aussi bien localement qu'à l'international. Nous avons encore des progrès à faire à l'heure actuelle afin de produire de la viande répondant aux normes sanitaires internationales en dépit du nombre important de notre cheptel. Il nous faudra réinvestir dans la régénération d'abattoirs frigorifiques efficients, de même qu'une à l'intérieur du pays et au site d'exportation. De plus, les produits dérivés de l'élevage, peaux, cornes, sabots, sont des produits qui peuvent favoriser la naissance d'une industrie de tannerie, soit l'artisanat local. Dans le secteur de la pêche, comme pour les deux, je vais être très court, pour les deux secteurs évoqués précédemment, nécessite une autre forme de gouvernance plus efficiente et plus transparente. Là aussi, nous sommes encore loin de notre objectif de mise en valeur de ce secteur. Nous exportons essentiellement des produits congelés ou à travers des accords de partenariat divers dont l'impact à long terme doit être réévalué pour certains.
La transformation des produits de la pêche, en dépit du potentiel, reste encore embryonnaire et notre capacité est très importante dans ce domaine. En plus de renforcer notre pénétration des marchés d'exportation, la crise actuelle ouvre l'opportunité de développer une offre de produits frais à forte valeur ajoutée plus élevée que les produits congelés. Le gouvernement devrait encourager le renforcement du développement d'installations adéquates pour les producteurs, tant pour l'exportation que pour le marché domestique, surtout dans l'optique d'opérations ad hoc, comme la mise en réserve de 10 000 tonnes de poissons durant la période de la COVID-19 pour assurer l'accès au plus grand nombre des populations mauritaniennes. Sur le plan économique, comme nous l'avions mentionné plus haut, la stratégie économique du futur, tout en considérant les contraintes de la coopération internationale, devra être orientée sur les ressources intérieures, sectorielles et humaines. En un mot, construire un développement économique, social et environnemental basé sur les atouts et les potentialités internes, car la pandémie a déjà remis en cause beaucoup de certitudes et d'affirmations. La relance post-COVID-19 doit être basée sur une croissance robuste, des dépenses publiques ciblées qui redonnent le rôle central à l'État, sans que cela soit considéré comme un appel à l'éviction du secteur privé et à la lutte contre les inégalités. Nous recommandons de revoir les objectifs de la SCAP 2016-2030, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui est l'actuel outil de programmation stratégique du pays, récemment adopté, pour l'adapter aux exigences des défis du futur. Une attention particulière doit être portée au secteur des PME et TPE, qui constituent un vivier potentiel de l'emploi et de l'activité privée. Le CCME est attentif à contribuer comme elle l'a fait dans le passé, si cet exercice était à l'ordre du jour. Je vais être un peu provocatif en disant, Monsieur le ministre de l'Économie, que cela pourrait se faire peut-être dans le cadre des États généraux de l'économie qui pourraient être organisés et dont l'axe central serait une revue de la fiscalité pour la rendre plus incitative au développement d'un tissu économique et industriel national. Ceci permettrait dès à présent de réfléchir à une stratégie prospective sur le devenir du pays à l'horizon des 30 prochaines années et de réfléchir, bien entendu, sur les différents scénarios possibles. Ceci devrait permettre également d'élaborer les politiques ainsi que les stratégies sectorielles à même de garantir un développement durable du pays en fonction des priorités du gouvernement. La stratégie devrait incorporer les mutations profondes à venir qui seraient générées par l'exploitation du gaz ainsi que notre politique d'endettement au regard des initiatives actuellement en cours qui ne sauraient avoir comme résultat une restriction à l'accès ultérieur au financement extérieur. En dépit de l'aggravation du déficit budgétaire provoqué par la COVID, il faudra pour les années qui suivent accepter une trajectoire, Monsieur le ministre des Finances, vers la normale très progressive. La politique fiscale devra être revue avec comme objectif de soutenir et de relancer la demande intérieure aussi bien que l'offre. Un système bancaire financier transparent, moins cloisonné sur les financements de leur propre groupe et qui prendrait plus de risques dans les secteurs jusqu'ici négligés de l'économie serait souhaitable. Mais la pandémie a surtout mis en exergue, encore une fois, ceci n'est pas un slogan creux, la nécessité d'un développement inclusif. C'est le lieu de saluer les actions du gouvernement à travers la mise en place du fonds de soutien aux impactés de la COVID, auquel le CCME a modestement contribué, et toutes les mesures d'accompagnement de la préservation de notre tissu économique et social. Mais il faudra aller au-delà de ces mesures conjoncturelles pour mettre en place un système durable et transparent, c'est-à-dire un système de filets sociaux à l'image de Tazo pour faire face aux défis de manière permanente et non plus seulement répondre à l'urgence. Améliorer l'accès des populations les plus vulnérables aux services de base de qualité doit donc occuper une place centrale dans toute politique future, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hygiène, de l'état civil, etc. Repenser notre politique d'urbanisation également pour viser à promouvoir la transparence financière, réduire la précarité dans les zones périphériques et créer davantage d'opportunités pour les jeunes femmes vivant dans les zones périurbaines. La forte sédentarisation et la poussée démographique ont entraîné des incohérences auxquelles nous devons désormais faire face.
Un autre aspect qui me semble important est provoqué par la COVID-19 est la digitalisation. La pandémie de coronavirus est une crise humanitaire qui continue de faire des victimes. Il est indéniable qu'il s'agit également comme un catalyseur de changements économiques, sociétal, personnel et d'entreprise à une échelle jamais vue depuis la dernière Grande Dépression. Il est devenu clair que l'avenir sera digital. Les perspectives économiques difficiles, l'incertitude persistante obligent toutes les nations à envisager des choix difficiles. Les pays qui prennent des mesures décisives pour s'assurer qu'à la fin de la crise, ils seront plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui, seront les grands gagnants, comme l'a fait le Rwanda. La crise du COVID-19 devait accélérer considérablement le passage digital et bouleverser fondamentalement le paysage économique et social des pays. Mais les immenses défis auxquels les économies sont confrontées aujourd'hui, le moment est venu d'agir et d'accélérer les réformes dans ce sens en Mauritanie. Dans un monde sans contact du fait de la COVID, la grande majorité des interactions avec les citoyens au niveau commercial et dans les lieux de travail doit avoir lieu virtuellement. Il devient donc urgent de penser au numérique ou devenir dépassé. La numérisation est intervenue pour combler les lacunes forcées par les fermetures obligatoires et les mesures de distanciation sociale. Sans outils et technologies numériques, nous n'aurions aucun moyen de travailler, de commercer, d'aller à l'école, ni d'identifier avec certitude les ayants droit lors des opérations de soutien. En outre, dans un pays où une partie importante de la population n'a pas accès au financement bancaire traditionnel, le potentiel des services financiers numériques pour fournir des outils financiers sûrs, à faible coût et sans contact est devenu encore plus évident pendant la crise. La Mauritanie doit donc investir des efforts supplémentaires dans ce domaine pour être prête à affronter des futures crises, voire tout simplement changer de modèle de fonctionnement. Bien entendu, achever ces résultats dans ce domaine nécessitera au préalable l'amélioration de la couverture du réseau national pour le mettre à niveau. Voilà les secteurs prioritaires sur lesquels je me suis accentué. Bien entendu, la santé et l'éducation ne sont pas ignorés. Dans le secteur de l'éducation, nous avons une conférence virtuelle en cours de préparation qui donnera beaucoup plus de sens aux recommandations que le CCME voudra développer. Le secteur de la santé, nous en avons parlé pendant la période de la riposte de long en large, notamment sur le renforcement des plateaux médicaux. Je ne reviendrai pas dessus. Nous pouvons donc résumer cette intervention autour de quelques recommandations non exhaustives, bien entendu. Renforcer la base de l'économie réelle à travers une politique d'investissement ciblée dans les secteurs agropastoral, la pêche et l'eau. Réorienter et mettre en place une politique de crédit orientée vers les secteurs de l'économie réelle en partenariat avec le secteur privé bancaire et revoir la fiscalité pour une incitation à investir dans ces secteurs. Notre double appartenance ouest et nord africaine est un atout indéniable en ces temps d'incertitude. Les talents de notre peuple en matière de commerce et de développement des affaires n'est plus à démontrer. Nous pouvons et devons nous appuyer sur cette qualité. Le développement sans précédent de nos capacités portuaires nous donne l'ambition d'émuler les expériences des Émirats arabes ou de Singapour. Il nous faut donc améliorer les performances de nos zones franches, ports et aéroports en vue de faire de la Mauritanie un hub commercial en valorisant sa position géographique et cette double appartenance africaine et arabe. Ce que Djibouti a réussi est du domaine du plus que possible en Mauritanie. Approfondir la digitalisation de notre économie pour nous adapter au contexte nouveau. Et enfin, prospecter l'organisation des États généraux de l'économie post-Covid ainsi que des assises fiscales dès que possible pour recueillir les propositions des acteurs économiques sur les mutations à venir de notre économie et bien entendu s'en tirer la couverture, associer la diaspora à la réflexion sur les enjeux post-Covid. Je conclus donc en disant qu'avec le Covid-19, le monde connaît un cataclysme, une perturbation majeure. C'est autant un défi qu'une opportunité. Le peuple mauritanien est connu pour son esprit novateur et entreprenant. Il a toujours fait preuve de résilience et a su faire face à l'adversité. Il appartient au pouvoir public de canaliser le génie du peuple, de galvaniser les forces motrices du changement tant souhaité
afin de construire un avenir solide où la prospérité sera largement partagée. Pour y parvenir, nous avons besoin de paix, de bonne gouvernance, de sécurité intérieure et extérieure. La gouvernance économique et financière doit être renforcée en privilégiant la poursuite de l'amélioration des pratiques budgétaires et comptables, ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires et du développement du partenariat public-privé. C'est l'occasion également pour la Mauritanie de renforcer son dispositif sécuritaire car sa situation nouvelle générée par l'exploitation du gaz en fera un objet de convoitise dans un environnement international marqué par les tensions et les mouvements migratoires importants. La diaspora et les exports nationaux ont beaucoup à offrir et sont disponibles pour mettre leur expertise à la disposition du gouvernement dans différents domaines. C'est le moment réellement de mettre à profit cette expertise dans les domaines clés que nous avons cités. L'initiative d'un symposium de la diaspora à Nouakchott annoncé il y a quelques mois par le gouvernement, nous l'accueillons de manière très positive et très favorable et je vous remercie. Au revoir.